Majorité et opposition politique burkinabé, une fois de plus autour d'une même table. Le dialogue politique a repris ce matin après près de 3 mois de suspension. Les deux parties parleront notamment sécurité et réconciliation nationale. Vous entendrez Vincent Dabilgou de la majorité et Edi Kombouego de l'opposition en début de votre journal de midi. Retour sur la clôture du deuxième congrès extraordinaire du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, les partis au pouvoir. Alassane Bala Kandé tient désormais les manettes du parti. Il place son mandat sous le signe du rassemblement et du pardon. Plus de détails à suivre. À quelques jours de la rentrée des classes, les fournitures scolaires coûtent cher à Fadangourma. Des hausses de prix qui varient de 25 à 250 francs CFA. Constat à suivre dans les librairies de Fadangourma avec notre correspondant sur place. Et loin du Burkina, des ressortissants ouest-africains apprécient le développement de la ville de Kigali au Rwanda. Ils y sont dans le cadre du prix africain de développement PADEV qu'organise la Fondation 225 qui récompense les personnalités qui se sont distinguées dans plusieurs domaines. Notre envoyé spécial Siblé Nakelse les a interrogés. Vous les entendrez dans ce Savane Midi. Bonjour et bienvenue à tous. Après environ 3 mois de suspension, le dialogue politique a repris ce matin au palais de Kossiam. Durant 2 jours, majorité et opposition politique vont aborder plusieurs questions, dont notamment la sécurité et la réconciliation nationale. Les coprésidents du dialogue politique, Vincent Dabilgou et Edi Kombouego, se réjouissent de cette reprise. Propos recueillis par Issa Oumaratier et Gisèle Zungrana. Suivant. Alors nous sommes venus pour discuter dans l'intérêt supérieur de la nation et vous aurez les résultats d'ici demain. Ne vous en faites pas. Nous devons nous réjouir donc dans ce pays, notre capacité à dialoguer ensemble est établie. Je pense que c'est aussi un peu ce que le président du Faso a toujours donné comme orientation. Et je pense que nous devons nous réjouir que le CFOP, l'opposition, dans le processus du traitement des grandes questions du pays, ils ont trouvé que les revendications qu'ils avaient posées pour reprendre le dialogue, je pense qu'ils croient que nous avons essayé d'aller dans le sens d'une certaine forme de résolution des points qui étaient donc en discussion. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et donc je voudrais, au nom de la majorité, en tout cas saluer cette volonté affichée de l'opposition de revenir à la table du dialogue. Et nous avons des points essentiels pour continuer à construire notre pays et continuer à construire notre démocratie. Et je pense que nous allons aboutir, à des bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. La question de la sécurité, on ne fait pas des propositions à quelqu'un. C'est une question nationale que nous devons convoquer ensemble et pouvoir traiter cette question-là avec l'ensemble des Burkinabés. C'est vrai que les forces de défense de la sécurité et les VDP sont en première ligne, mais la nation, l'ensemble donc des populations, chacun de nous est interpellé. Et donc nous pensons que la façon dont le président du Faso oriente ces questions-là, c'est ça même je pense qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes capables de reprendre le dialogue ensemble. Et je suis persuadé que nous allons trouver des solutions de sécurité pour notre pays. Alassane Bala Kandé, désormais président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Il remplace ainsi Simon Compaoré à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du parti qui s'est refermé hier à Ouagadougou. Alassane Bala Kandé ne sera pas le président d'un groupuscule politique, mais un président au service de tous les militants du MPP, a-t-il affirmé, plaçant son mandat sous les signes du rassemblement et du pardon. Le film de la clôture du deuxième congrès extraordinaire du MPP, c'est avec Fatih Sankara. À la réception du fanion du MPP, Alassane Bala Kandé a été acclamé par les congressistes. C'est l'un des actes forts de la clôture du deuxième congrès extraordinaire du Parti du Soleil Levant. Le nouveau président du parti à la couleur orange dit mesurer pleinement l'ampleur de la mission qui lui a été confiée. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président
au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion. 3 valeurs qui fondent la vie en commun. Le second défi auquel je vous convie, c'est le pardon. Chacun aura sa place et son mot à dire dans notre projet commun de faire du MPP une famille politique plurielle, fraternelle et confiante en son avenir. Pour réussir sa mission, Alassane Bala Sakandé va s'appuyer sur ses prédécesseurs à qui il a rendu hommage. Je ne vais pas échouer parce que j'ai hérité le parti d'un doyen. J'ai 2 pieds. Il est allé pour s'asseoir. Je vais utiliser ces 2 pieds et j'aurai 4 pieds. Et quand vous voyez quelqu'un à genoux en train de marcher qui tombe, c'est qu'il y a un problème. Et donc lui, toujours à côté, les vice-présidents qui sont mes aînés, le bureau exécutif national, le bureau politique national, les militants du MPP, les sympathisants, avec l'accompagnement des Burkinabés, je suis convaincu que nous allons réussir. Pour Simon Compaoré, cette passation de charge a sonné l'heure de le revoir. Il y a des moments charnières dans la vie de chaque homme. Sont de ces moments ceux que je vis depuis l'ouverture de notre congrès, instance du parti chargé de porter la réflexion sur les fondamentaux de notre action politique et les questions essentielles de la vie de notre nation. Dans le déroulé de ma carrière politique, ces moments constituent assurément un des épisodes marquants. Voici venue l'heure de vous dire au revoir, de céder le Marocain de notre grand parti à un autre camarade qui, avec son équipe, viendront ajouter de la terre à la terre. Alassane Bala Sakandé va donc diriger le MPP pendant 3 ans avec un bureau exécutif national de 95 membres et un bureau politique national de 1381 membres. Voilà. Et puis Mathias Tankwano démissionne de la présidence du Conseil supérieur de la communication CSC à l'issue du congrès du MPP. Mathias Tankwano est désormais secrétaire chargé des questions électorales de ce parti, un poste qui, tout naturellement, est incompatible avec celui du président du Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe de régulation des médias, mais aussi de la communication électorale. Suite de Savane Midi, clôture samedi de la 11e édition du camp jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse. Après 5 jours d'activité à Lumbila, dans le plateau central, les campeurs venus de différentes provinces du Burkina Faso ont beaucoup appris à travers 14 ateliers de formation. Fatih Sankara. La présentation d'une pièce de théâtre dénonciatrice et interpellatrice et des prestations d'artistes ont mis fin à la 11e édition du camp jeunesse ODJ. Un camp qui a réuni plus de 500 jeunes des 13 régions du Burkina. Durant 5 jours, ces campeurs de l'ODJ se sont nourris l'esprit avec des formations professionnelles diversifiées. Au cours de cette 11e édition, plusieurs activités de formation et de sensibilisation ont été organisées. On peut citer une conférence sur réconciliation nationale de Burkina, enjeux politiques et perspectives pour la jeunesse populaire. Des vidéos débats sur les expériences de lutte de libération nationale, le pillage des ressources minières, etc. En outre, 14 ateliers de formation professionnelle et civique animés par des professionnels du Centre de promotion de l'agriculture villageoise, CEPAVI,
un centre rattaché au ministère des Ressources animales et halieutiques, et des formateurs professionnels de la Croix-Rouge burkinabé, tout comme des formateurs militants de l'ODJ, ont assuré ces différentes formations dans les ateliers. Comme il fallait s'y attendre, les jeunes de l'ODJ, sans langue de bois, ont exprimé leur indignation face à la dégradation de la situation nationale. Les dénonciations ont visé plusieurs secteurs de la vie de la nation. L'aggravation de la vie chère et la paupérisation croissante inhérente des masses et surtout de la jeunesse populaire dont le quotidien se résume à la misère, au chômage chronique, à la soif, au manque d'emploi, le pillage organisé du foncier rural et urbain par les sociétés immobilières privées, avec la complicité d'élus locaux et de dirigeants du pouvoir MPP alliés, l'exacerbation de la crise sécuritaire avec l'escalade des attaques, notamment des attaques terroristes, notamment au Sahel, à l'est et au nord, et la perte du contrôle de l'État burkinabé sur des portions du territoire national. Hommage a une fois de plus été rendu aux militants de l'ODJ, Fahadou Sissé et Balima Ama, morts criblés de balles en mai 2019, alors qu'ils se rendaient à une réunion convoquée par les autorités provinciales du Yaga. Les promoteurs immobiliers du Burkina Faso rejettent toujours les réformes en cours de la loi 057 qui régit leur activité. Ils ont réitéré cette position vendredi dernier au cours d'un café-débat que le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme a organisé sur la question. C'était au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Germaine Farmaïete. Le café-débat est un cadre d'échange que le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme offre aux acteurs du foncier afin qu'ils décortiquent la question foncière à l'intention des citoyens souvent ignorants des contours du foncier. Cette fois-ci, c'était au tour des promoteurs immobiliers de faire découvrir leur domaine. Le promoteur immobilier, c'est celui qui détient un agrément, c'est celui qui mobilise les terres en allant sur un espace donné, s'entendent déjà avec les particuliers qui ont payé des espaces 2 hectares, 3 hectares et le reste, les propriétaires terriens, ils s'entendent avec ces personnes-là pour faire des projets intégrés. Donc quand on dit qu'un promoteur immobilier dispose de 100 hectares, que son projet fait 100 hectares, que le peuple sache que dans ces 100 hectares, il y a probablement 40 hectares qui sont pour les particuliers. Et il y a le reste là, c'est ce qu'on appelle les propriétaires terriens. Encadrés par la loi 057, nous devons donc mobiliser le foncier. Et la loi encadre et la loi 034 vient en appui pour montrer comment effectivement on peut disposer du foncier parce que la loi 034 porte sur la réorganisation agraire des foncières qui donne le titre de propriétaire terrien. Et après ça, nous faisons un travail de fond. Et c'est le travail à coût de centaines de millions et parfois à coût de milliards que nous déposons au niveau des collectivités territoriales et nous venons au ministère. Et quand on dépose un dossier pour approbation au ministère, les services techniques ont 15 jours. Le ministère a 15 jours, pour nous donner l'arrêté. Et en cas de refus, il doit motiver ça et nous notifier dans le même délai. Mais il y a des dossiers qui sont déposés depuis 2015, sans traitement. Cela veut dire que l'État ne respecte même pas ses propres décrets et ça pose problème. Le fait que l'État ne traite pas ces dossiers d'approbation, ça fait que les promoteurs ne passent pas la prochaine étape. Beaucoup de promoteurs n'arrivent pas à passer la prochaine étape qui est l'étape du titre foncier. Sur la question des réformes foncières en cours qui les opposent au gouvernement, les acteurs de l'immobilier pensent que ce sont des réformes qui visent à donner le monopole du foncier à l'État dans le dessein d'exproprier les particuliers. D'abord, si on prend la loi, il y a l'article 2 de la loi qui dénature l'activité de promotion immobilière. L'article 2 retire le foncier de la promotion immobilière. Alors que je vais demander à tout un chacun de juste cliquer sur Google, c'est quoi la promotion immobilière? Vous allez voir que la promotion immobilière, c'est cette activité-là qui consiste à aménager les terres, à viabiliser, à construire et aussi à mettre à la disposition des parcelles pour ceux qui veulent construire. C'est ça l'activité de promotion immobilière. Maintenant, retirer le foncier, c'est transformer cette activité en BTP. Et le BTP, ça existe déjà, on ne réinvente pas la roue. Deuxièmement, quand on va par exemple à l'article 63, on dit que les propriétaires terriens sont co-auteurs de l'infraction de l'article 62.3. Nous disons, nous sommes des enfants. Nous avons lu l'avant-projet. Nous comprenons, un enfant a l'obligation de dire non quand il s'agit donc d'aller dans le sens d'emprisonner ses grands-parents. Pourtant, les promoteurs immobiliers disent avoir proposé à l'État de l'accompagner dans son projet d'appurement du passif et de restructuration. Les promoteurs immobiliers disent n'attendre du gouvernement
que le respect de la loi 057 qui encadre déjà le domaine de la promotion immobilière. Nous voulons que la loi qui est déjà là, la loi 057 là, soit respectée, que l'État joue sa partition, que les promoteurs jouent leur partition, qu'on encadre les promoteurs pour qu'ils créent la chambre de promoteurs immobiliers. Et cette chambre-là va veiller à ce que les règles à l'intérieur soient respectées, parce que ça y va de leur crédibilité. Et nous voulons aussi qu'on nous permette de travailler, qu'on permette aux propriétaires terriens qui nous ont cédé leur terre d'avoir leur compensation, parce que c'est leur droit. Que les particuliers qui avaient les terres et qui ont fait partie du projet aient ce qui leur revient. Et l'autre partie qui reste, nous pouvons donc utiliser ça pour faire notre activité parce qu'on veut construire le pays. Et ici encore, nous proposons d'accompagner l'État. Les promoteurs immobiliers demandent une assise nationale sur la question foncière qui va réunir tous les acteurs concernés pour un débat franc. Intelligence artificielle, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous le saurez dans le reportage qui suit. Les premiers responsables des Burkina Institute of Technology, basé à Koudougou dans le centre-ouest, ont animé une conférence publique sur cette question. Intelligence artificielle, défis et opportunités pour le Burkina. Tel a été le thème de la conférence publique tenue au sein même de l'Institut à Koudougou. C'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Suivant. Étudiants, femmes et hommes d'affaires ont pris part à cette conférence publique sur l'importance de la digitalisation et l'intelligence artificielle dans un monde où la technologie avance à grands pas. Centraliser les données permet de gagner en temps selon Rodrigue Kaboré, directeur général de Burkina Institute of Technology, BIT. Dans la gestion des données, il faut déjà de l'organisation. Et tout ce que nous avons à gauche, à droite, nous avons une diversité de bases de données que nous n'arrivons pas à centraliser, qui pousse souvent à ce qu'on recommence des choses qui existent. Alors, l'idée de la digitalisation, c'est de mettre en place des plateformes spécifiques, des plateformes en fonction des différents services. L'intelligence artificielle facilite la gestion des ressources naturelles et réduit les consommations. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord on a des big data, on a des données qui sont là, et on fait de la programmation, de la conception de telle sorte qu'en fonction des entrées, les inputs, alors ça soit traité et pour qu'on ait des sorties. Et parler d'intelligence artificielle, ça s'applique dans tous les domaines. On peut parler du domaine de l'agriculture, par exemple, pour parler du smart agriculture, l'agriculture avec des capteurs très intelligents pour pouvoir mieux gérer les ressources comme l'eau, et puis même la qualité des sols, les différentes ressources au niveau des sols. On peut parler de l'intelligence artificielle pour la gestion des énergies. Alors, vous voyez que souvent on oublie d'éteindre la lumière. Alors, il y a un processus qui peut être installé qui va faciliter avec l'extinction sans une présence physique. Et tout cela, ça permet de réduire les consommations. L'Estonie est un modèle de développement dont le Burkina doit s'imprégner. Un pays qu'on pensait peut-être était en retard, comment on peut très très vite accélérer les choses et avoir un véritable impact sur la population. Aujourd'hui, l'Estonie est un leader dans le digital. Pratiquement tous leurs processus gouvernementaux sont digitalisés. Et tout cela s'est fait en 10-15 ans. Alors c'est un joli exemple comment, s'il y a la volonté, on peut vraiment achever des merveilleuses choses et avancer un pays entier. Burkina Institute of Technology a ouvert ses portes depuis 2018. Il propose plusieurs filières de formation. L'informatique, la filière génie électrique option énergie renouvelable et la filière génie mécanique avec les options agriculture et mines. Direction Fadangourma à présent. Les denrées alimentaires ne sont pas les seuls produits dont les prix sont en hausse. Les fournitures scolaires le sont aussi avec une variation de 25 à 250 francs CFA. Constat auprès des libraires de Fadangourma avec notre correspondant sur place, Moussa Nyoli. Le prix des fournitures scolaires connaît une hausse à Fadangourma. Une augmentation qui varie entre 25 et 250 francs CFA. Cette année, vraiment, les prix sont augmentés. Parce que si nous allons remarquer, l'année dernière, les cahiers de 100 pages, on vendait ça à 125. Mais pour ce qui est cette année, on vend ça à 150. Pour 200 pages, c'était 250. Cette année, c'est 300. Bon, au niveau des fournitures scolaires, les prix ont augmenté au niveau de là où nous on part acheter. En tout cas, cette année-là, je suis partie. Moi-même, je ne voulais pas prendre les fournitures parce que moi, je suis partie trouver qu'on a trop augmenté les prix.
La différence des prix est que les 200 pages petit format, l'année passée, on le prenait à 17 500, 18 000. Cette année, ils ont ramené ça à 20 500. Pour Atina Lankwande, cette hausse des prix est due peut-être ceux qui sont devant. Parce que peut-être là où eux aussi ils payent, peut-être là-bas il y a eu une hausse. Ce qui a fait que nous, là où on part prendre aussi, le prix est augmenté. Donc nous aussi on est obligé d'augmenter le prix. Cette légère hausse des prix des fournitures est diversement appréciée par les parents d'élèves. Les parents aussi se plaignent à notre niveau, ce qui fait qu'ils vont se promener de librairie en librairie pour demander les différents prix. Il y a certains parents qui, en tout cas, qui ne sont pas d'accord pour ces prix. Mais il y a certains parents et ils sont d'accord. Parce que vu l'état de notre pays, à peu près tout ça, les marchandises, les prix sont augmentés. Voilà. Mahamadou Bonkungu, le président directeur général du groupe Ebomaf, était sur le chantier des bitumage de l'axe Lomé-Palimé. Nous sommes au Togo. Cette visite avait pour but de s'assurer de la bonne marche du travail, mais aussi d'encourager les travailleurs sur le chantier. On en sait davantage dans ce récit signé Soumaïla Rabo. Environ 50% des tâches ont été exécutées ce 24 septembre 2021 sur le chantier Lomé-Palimé. Le président directeur général d'Ebomaf, Mahamadou Bonkungu, visite en personne tout le chantier de bout en bout pour s'assurer de son avancement. Un constat satisfaisant qu'a exprimé le premier responsable en encourageant les collaborateurs en pleine activité. À Akepe, la satisfaction des riverains est totale. Une situation fruit de la célérité des travaux au niveau du péage provisoire installé. Ici, les commerçantes redynamisent leurs activités grâce à la densité du trafic. Toujours dans sa politique de promotion de la jeune fille et de la femme, le président directeur général du groupe Ebomaf a échangé directement avec l'ensemble des ouvriers de sexe féminin sur le chantier. Félicitations et encouragements sont les adresses formulées par le PDG Mahamadou Bonkungu à ces femmes. C'est autour de 18 h que cette visite de terrain a pris fin à la base 4 de Bagbe. Et c'est un PDG totalement satisfait à l'issue de sa visite, Mahamadou Bonkungu, que je vous invite à écouter. Après une semaine consacrée donc, à la visite des chantiers Lomé-Palimé, ici au Togo, je me suis rendu compte de l'évidence que le chantier avance bien, à la grande satisfaction des masses laborieuses, ce qui est un des objectifs fondamentaux du groupe Ebomaf. Il s'agit de satisfaire non seulement le gouvernement, mais surtout les masses. Faire du travail de qualité et déranger moins la population. J'ai constaté donc que mes équipes sur place s'en attellent et que le résultat est bon. Et en conclusion, c'est donc positif d'avance. La route du développement passe par le développement de la route dit-on. Quelle a été la route du développement de la ville de Kigali, capitale du Rwanda en Afrique de l'Est? Difficile de répondre peut-être, mais ce qui est certain, c'est que Kigali a atteint un niveau de développement exponentiel 27 ans après le génocide de 1994. Présent à Kigali, en ce moment, notre envoyé spécial Siblina Kelsey a interrogé quelques visiteurs ouest-africains qui y sont dans le cadre du prix africain de développement et PADEV qu'organise la Fondation 225 et qui récompense les personnalités qui se sont distinguées dans plusieurs domaines. Écoutons-les. C'est une belle ville. Et hier, quand on a fait le tour pour visiter la ville, c'était magnifique. Et donc, nous prions Dieu que Dieu aussi nous donne tous les moyens nécessaires, disons, notre gouvernement, pour que le gouvernement aussi puisse construire notre ville, Ouagadougou et Bobo-Dioula, sur les premières capitales d'abord, comme le Rwanda. En tout cas, je félicite le gouvernement rwandais. En tout cas, ils ont fourni l'effort. Donc, c'est dans 20 ans seulement qu'ils ont pu construire leur pays. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont pu organiser à l'interne.
Donc en tout cas, je vais profiter de lancer un appel au gouvernement du Burkina Faso. Je le vois les choses. En tout cas, de prendre l'exemple au niveau de Rwanda. Non mais je suis impressionnée. Une très belle ville. Et vraiment, c'est un pays très émergent. Bien travaillé, je me croirais même en Europe. C'est vraiment un pays exemplaire. Les mots me manquent. Je ne m'attendais pas à voir vraiment un pays émergent. Le président de la République, je lui tire mon chapeau. Il a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de discipline ici et puis la volonté d'avancer. Quand j'ai commencé à faire le tour de la ville de Kigali, je me croyais en Europe. Je me croyais à Montréal. Je me croyais au Canada. Et cela dénote du sérieux de ce pays. Et je pense que le développement d'un pays passe d'abord par le développement de ses infrastructures routières. J'ai vu dans la ville de Kigali qu'il y a de très bonnes routes et qu'il y a beaucoup de routes. Cela est un indice de développement. Et sur un autre plan, je pense que la gestion de la cité est une chose très importante. Ils ont hérité d'un président au lendemain du génocide qui a pu joindre le nécessaire aux besoins et nous voyons aujourd'hui le résultat. Terminons par cet élément, c'est un accueil triomphal qui a été réservé à l'homme le plus fort du monde samedi à Bobo-Dioulasso, sa ville natale. Après avoir battu le record du monde en soulevé des biches, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanoudi Iron Bibi de retour au pays a été d'abord reçu par le président du Faso et le premier ministre avant de regagner Bobo-Dioulasso, sa ville natale. Il a exprimé son émotion au micro de Ruben Wilson Kojo qui était sur place à Bobo samedi. Écoutons. Donc vraiment merci infiniment, surtout avec la perte de mon papa et voir toute cette foule, c'est une bénédiction. Que Dieu continue de bénir vraiment notre terre. Voilà, c'est avec ces images de Bobo-Dioulasso que nous refermons Savane Midi d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci de votre attention. Excellent après-midi.